Professeur Omeyonga, nous parlons toujours avec vous de la vie sociale, la vie socio-professionnelle. L'État pour nous reste le plus grand employeur, même si vous dites qu'il faut aussi aller dans les partenariats et surtout l'entrepreneuriat. Mais pour le moment, la question la question sociale, la question de la vie sociale, nous sommes entrés en 2025 avec un nouveau budget, mais tout tarde, les syndicats s'élèvent, le gouvernement semble ne rien dire. Maintenant, nous sommes arrivés à la politique salariale. Est-ce que c'est l'instrument qu'on attendait pour régler les injustices sociales? Je pense que la politique salariale, est-ce que c'est une première? J'en doute. Le problème dans notre pays, il y a plusieurs tentatives, il y a plusieurs réformes dans la matière de la politique salariale. C'est la mise en œuvre, le respect de ce qui est dit. Parce que si tout dépendait des bonnes intentions, des discours, ce pays serait déjà un paradis salarial. Mais pourquoi, depuis tout ce temps, on prend des initiatives, tambour battant, mais c'est dans la mise en œuvre que ça pose problème. La politique salariale, c'est dans tous les pays du monde. Il y a ce qu'on appelle le SMIC. Et dans des pays d'où je viens, là, à Paris, on parle même de SMIC, salaire minimum interprofessionnel pour la croissance. Donc, le salaire, d'abord, a un caractère alimentaire. Mais donc, quand il y a un bon salaire, il faut que dans cette pyramide de Maslow, de besoins, il faut que le salaire permet ne fût-ce qu'à résoudre les besoins existentiels, les besoins physiologiques, avant d'envisager les besoins de sécurité, d'appartenance, d'actualisation ou d'estime. Mais si on n'arrive pas à résoudre ne fût-ce que satisfaire les besoins sociaux de base, ça pose problème. Et là, c'est clair, il faut dans la politique salariale, d'abord il faut qu'il y ait les SMIC. Parce que vous parlez de l'entrepreneuriat. Mais même l'entrepreneuriat ne peut bien fonctionner que quand l'État fonctionne normalement. Et même ceux qui œuvrent dans le privé, ils tiennent compte de l'État. Mais si l'État a réussi, comme c'est le cas, à précariser toutes les couches socio-professionnelles, mais comment est-ce que vous allez exiger au privé, et pour la plupart des cas des expatriés, à faire respecter, à mettre les travailleurs dans des conditions de vie et de travail? L'exemple doit avoir. Partout ailleurs, quand quelqu'un termine les études, la première intention c'est d'aller à l'administration publique. Mais ici, nous, on s'en moque. Il y a des gens qui travaillent à la fonction publique, mais qui ne veulent pas s'afficher et dire parce qu'ils risquent d'être l'opprobre dans la cité. Pourquoi? Parce qu'on a précarisé la fonction publique, on l'a affaiblie et tous les fonctionnaires aujourd'hui sont réduits à leur plus simple expression. Maintenant, il y a cette tentative-là, il y a cette intention, qui n'est pas la première. Mais moi, je préfère garder, observer et voir la mise en œuvre et que finalement, parce qu'on risque de chanter, on applaudit de deux mains et puis quelques jours après, on est désillusionné de chanter. Je pense qu'il faut que nous ayons l'essence de l'État. Et comme je l'ai dit, on est resté depuis longtemps dans une sorte d'ensauvagement, un sauvagement qui ne dit pas son nom. Je pense qu'un homme d'État ne doit pas avoir l'état d'âme, il doit avoir l'âme de l'État. Et l'âme de l'État, c'est savoir tenir à son discours, tenir à ses engagements et se faire respecter. Oui, alors c'est vrai que même le Conseil des ministres en parle, le président en est conscient, trop d'injustice, les uns ont des primes, les autres n'en ont pas, les salaires distribués sur la tête des individus, en fait, alors que nous sommes tous dans la fonction publique, nous sommes tous des enfants du Congo émanant de la caisse de l'État, donc on ne peut pas avoir les gens qui se donnent de l'argent et d'autres qui souffrent, donc ce que nous attendons, ce n'est pas ces discours d'ouverture, mais nous voulons voir exactement un SMIC appliqué où toutes les catégories socio-professionnelles se retrouvent. C'est ça un peu le SMIC, parce qu'on ne peut pas attribuer les salaires sur la tête des individus, mais on doit avoir une certaine classification nationale ou presque internationale qui pourra alors éviter l'arbitraire. C'est l'arbitraire et ces disparités salariales, surtout dans la fonction publique, inquiètent plus d'un esprit licite. Comment voulez-vous, nous êtes tous fonctionnaires, mais un qui travaille, qui est au budget, aux finances, il a des primes de l'ordre de 8 millions, 10 millions. Mais pendant ce temps, quelqu'un qui est par exemple dans un ministère de la fonction publique ou de la culture et l'enseignement se contente de 200 000 ou 400 000. Cette disparité, c'est de l'injustice sociale. Moi, je pense que cela trop dirait,
Mais si ce réveil est tardif, mais nous voulons que ça s'applique de manière à ce que finalement, qu'il y ait cette justice sociale dans l'application du SMIC. Et il n'y a que le SMIC, l'application du SMIC, qui peut résoudre cette inégalité salariale ou disparité. Et le seul qui est capable de le faire, c'est l'État. Nous avons besoin de l'État, un État stratège, pas un État qui soit injuste. Parce que si déjà l'État lui-même excelle dans l'injustice, dans l'application à géométrie variable, dans des SMIC, et là ça pose problème. Et l'État qui s'accapare à lui seul de plus de 60% du budget, il laisse à la population que 40%, c'est de l'État. C'est dommage, parlons du budget. Oui. Et les gros des moyens devraient être les budgets et les dépenses d'investissement. Mais nous ici, on a tout galvaudé, on a tout politisé de sorte que plus de la moitié du budget est consacré au train de vie des institutions politiques qui restent budgétivores, alors qu'on devrait consacrer les gros dépenses aux dépenses d'abord, les gros des moyens aux dépenses d'investissement et puis aux dépenses sociales, parce que c'est la population ouvrière qui participe à la création de ces richesses. Mais enfin, maintenant aux dépenses politiques. Parce que quand on fait la politique, c'est de l'apostolat. Je suis parfois scandalisé où, dans un pays comme le nôtre, on n'est pas des millionnaires qui est des politiques. C'est quoi ça? Des gros salaires, des centaines de milliers de dollars. S'il faut parler de millionnaires dans notre pays, il doit être soit ministre en fonction, ou ministre honoraire, président en fonction, premier ministre en fonction, ou mandataire public, alors que l'on est millionnaire, l'on est riche, que quand on est véritablement un entrepreneur, la richesse appartient à ceux qui créent réellement ces richesses, ce sont les entrepreneurs. Mais ici, les entrepreneurs sont clochardisés, et parce que la dette intérieure n'est toujours pas payée, mais dans l'entretemps, un ministre qui en réalité est un serviteur, devient le patron, le boss. Ça, il faut qu'on change. Il faut que la politique redevienne un apostolat, un sacerdoce, et que ce ne soit plus un site de prédation ou un site d'enrichissement illicite. Et aujourd'hui, tout le monde, si on veut s'enrichir, il faut faire la politique. Alors que la politique, c'est comme le prof Omeonga, je suis professeur d'université, ce qui doit me nourrir, c'est mes honoraires comme professeur d'université. Et quand je viens en politique, c'est pour faire triompher un idéal. Parce que j'estime que l'auditoire qui est le mien ne me permet pas de faire triompher mon idéal pour un plus grand nombre de Congolais. Je viens en politique, c'est pour partager mes idées, mes valeurs, afin de faire avancer les choses. Mais ici, ce n'est pas le cas. La politique est devenue une profession. Il y a même des carriéristes, des gens qui restent pendant 50 ans dans les institutions politiques sans qu'ils aient apporté quelque chose de substantiel. Je crois qu'il faut que ça s'arrête. Je crois avec la Foménique, nous allons tout faire pour congédier tous ces politicaïens, tous ces fossoyeurs de la République, et de manière à ce que nous ayons une nouvelle classe politique, une nouvelle génération qui comprenne qu'on vient en politique pour servir et non pour se servir. Et c'est à ce prix-là que nous pourrions réellement avoir les take-off de notre pays, c'est-à-dire le démarrage, le décollage de notre pays, quand la politique sera au service du plus grand nombre, au lieu que la politique sert les ventres de quelques individus. Ici, en fait, vous dites dans le cas de Fonémique, Fondation Nico Meyonga dans l'éducation, dans la sensibilisation politique, tous citoyens, tous acteurs de la rupture. Donc, on ne doit plus avoir des salaires de millions, des centaines, alors que des gens qui sont en train de souffrir. Ainsi, avec ces nouveaux tableaux barémiques, nous pouvons avoir ce que nous avons appelé la réduction réelle des trains de vie, parce que tout doit être dans un tableau où on connaît le salaire du président, du premier ministre, du député, même si nous, les députés, ont un salaire. Donc, tout doit être maintenant connu et dans la transparence. Et puis, personne ne vole personne. Tout le monde sait ce que tout le monde gagne. Et ainsi, personne ne vole personne. Oui, c'est naturellement. Tu vois, ce narratif-là, on en a. Réduction des trains de vie, réduction des trains de vie, mais sans suivi. Rien ne change. Moi, je pense, et même quand on fait la réduction des trains de vie, et à quelle proportion? Parce qu'on ne nous dit pas assez, on ne nous dit pas tout. Parce que quand on dit la réduction des trains de vie, vous pourrez parler de députés. Un député qui gagne 21 000 $. Si vous dites réduction des trains de vie, vous lui enlevez 500 $. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne représente rien. Et à quelle hauteur? Qu'est-ce qu'il faut pour... Quels sont les crédits dégagés à la suite de la réduction des trains de vie? On ne dit pas. Et or, ça, cette opacité-là
dans la gestion des finances publiques nous inquiète. Et c'est ce qui est à la base de la précarité, même de l'exclusion sociale dans notre pays. Il faut que tout soit transparent. Il faut que les dirigeants qui sont en réalité les véritables propriétaires, c'est les peuples congolais. Et le dirigeant n'est qu'un gérant qui doit tout le temps rendre compte pour que, le cas échéant, les propriétaires, les véritables propriétaires, les souverains primaires, puissent se sanctionner positivement ou négativement selon qu'on a été bon ou médiocre. Oui, on va finir, professeur Nico Meyonga. Nous avons parlé d'autres votre voyage, ça c'était dans la première partie de cette émission. Les Congos qui se livrent aux Américains dans l'échange minerai contre la paix. En fait, est-ce que c'est aussi vendre le Congo? On a bien pensé. Tant qu'on aura commercialisé la paix, donc on n'aura encore rien compris. Parce que la paix, c'est d'abord la paix de guerre, la paix entre Congolais. Ce ne sera pas... Parce que même si on le fait là, peut-être on veut maintenant officialiser, mais c'est depuis 60 ans qu'on est en train de piller les minéraux. Et d'ailleurs, la guerre, et c'est la guerre pour des mobiles économiques. Et maintenant, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont pris de manière irrégulière. Maintenant, on les fait maintenant à ciel ouvert. Mais je ne pense pas que ce soit là. Mais pourquoi nous devons toujours avoir cette culture-là, ce que j'appelle la réalité économique, creuser les minéraux, mais pourquoi on ne peut pas transformer sur place? Pourquoi ces Américains qui ont beaucoup de moyens, pourquoi ils ne peuvent pas venir implanter ce qu'on appelle GAFA, Google, toutes ces industries-là numériques, et ils peuvent les faire ici, les transferts de technologie. Jusqu'à quand on va attendre? Pourquoi nos minéraux depuis 60 ans, depuis même pas avant 60 ans, ont tout été exportés? Ce sont des ressources épuisables. Parce qu'on a comme l'impression que quand nous exportons, ça, non, ça va se multiplier. Non, ça s'épuise. Donc pourquoi ne pas traiter ici? Mais si on veut faire cet accord de paix contre les minéraux, mais qui viennent transformer sur place, pourquoi il faut les amener avec tout ce qu'il y a comme détérioration des termes de l'échange? Moi je pense, s'il y a cet accord-là, que cet accord porte sur la délocalisation de ces usines américaines, des industries américaines, vers le Congo, et pour les biens des Congolais, parce qu'en transformant ces minéraux ici, ça aura des chaînes de valeur et ça aura des effets d'entraînement et ça va permettre de résoudre aussi les défis congénitaux du chômage dont souffrent les peuples congolais. Et ça serait une bonne solution. Mais si vous dites que non, c'est pour qui peut pas avec non, là c'est 60 ans, 65 ans d'indépendance, je crois, à l'université, c'est depuis 1954. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de problème universitaire, on a plus de problèmes d'intégrité, des problèmes de moralisation des mœurs politiques. Donc les gens qui sont appelés à avoir ces traités, ces accords avec les Américains, je vais bien, mais que ce soit quelque chose qui va se faire en interne, donc ici chez nous. Mais cela ne pourra jamais apporter la paix. La paix, c'est quand les Congolais entre eux, c'est-à-dire 3 catégories de Congolais, les Congolais qui appartiennent à la société politique, les Congolais qui appartiennent à la société scientifique et l'Église. Bref, il faut que les forces vives de la nation se retrouvent autour de l'arbre à palabres et discuter Congo, résoudre, conjurer tout ce qui nous a, ces démons de division, de guerre, de rébellion. Et aujourd'hui, on ne les dit pas assez. Plus de 10 millions de morts, plus de 7 millions de déplacés de guerre. Et avec toute la destruction des infrastructures et tout, est-ce que jusqu'à quand on pourra terminer ce déluge qui a trop duré? Je pense que nous voulons les initiatives là d'avoir des accords avec les Américains, c'est bien, mais ce qui vaille aujourd'hui pour la paix durable, c'est la communion, l'union, c'est la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale passe d'abord par la palabre à l'africaine autour des princes de l'Église. Et c'est à ce prix-là que moi je pense qu'on pourrait espérer une paix durable, parce que les acteurs eux-mêmes, les protagonistes, les belligérants se retrouveront autour d'une table et nous pourrons trouver la solution, parce que la solution doit être congolaise.
La crise congolaise, La solution. ce n'est pas une solution américaine qui viendrait résoudre la crise congolaise. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga. Nous sommes d'accord que tous Congolais, tous citoyens, tous acteurs de la rupture. Merci pour ces idées que vous nous avez ramenées de Paris. Nous avons parlé de votre séjour à Paris, mais nous avons aussi parlé de l'actualité nationale congolaise. Merci, professeur Omeyonga, d'avoir accepté de parler encore aux Congolais à cœur ouvert. Non, je suis le prof Omeyonga, c'est le serviteur de la République et je salue l'initiative. Chaque fois qu'il y a une question d'actualité, vous ne manquez pas de m'accorder cette tribune. Et du reste, je note qu'ici, je m'adresse, c'est un média public, et un média public, c'est-à-dire la RTNC, qui est une propriété exclusive du peuple congolais. Donc, comme vous le faites avec moi, faites-le avec d'autres, faites passer toutes les sensibilités, toutes les opinions, toutes les tendances politiques, de manière à ce que nous créions une dialectique constructive. C'est dans la dialectique constructive qu'on peut espérer véritablement une paix. Tant qu'il y aura méfiance, tant qu'on ne se parle pas, on ne pourra pas résoudre les questions, les crises qui nous assaillent. Mais je pense qu'il faut le dialogue, et le dialogue passe par la contradiction. Évitons la pensée unique, évitons le triomphalisme, évitons tout ce qui est l'extraversion, cette tendance à considérer que le salut viendrait de l'extérieur. Le salut est ici et le peuple congolais réuni sous l'arbre pourra trouver des solutions. Donc il est temps que les forces vives de la nation se retrouvent autour d'une table, c'est-à-dire la société politique, la société civile et la société savante à laquelle j'appartiens. Nous devons nous retrouver autour d'une table. Et toutes ces initiatives-là, américaines, Union africaine et tout, même asiatique et tout ça, doit que cela soit versé dans les cahiers de charges, de manière à ce que les princes de l'Église qui ont initié ce pacte social pour la paix et comme des matières qui nous permettront, lors de cette médiation, lors de ces palabres, que nous puissions trouver des solutions durables. Ainsi, on pourra réellement conjurer les péchés, les démons de guerre, les démons de division, les démons qui nous a affaiblis. Merci beaucoup, professeur Omeyonga. Nous allons terminer par tous Congolais, tous citoyens, tous acteurs de la rupture dans votre partenariat avec Contrat républicain d'innovation civique que vous venez de signer à Paris. Merci beaucoup, professeur Omeyonga. C'est moi qui vous remercie. Okay.